Bonjour, chers collègues, chers amis. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter à la demande de la Société marocaine de cardiologie le sujet de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Auparavant, je souhaite adresser toutes mes félicitations pour ce super congrès à la Société marocaine de cardiologie et son bureau et à Madame le professeur Aïcha Ouad qui a fait d'énormes efforts pour la réalisation de ce beau congrès. Voilà. Alors, comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque à FE préservée est en augmentation permanente en raison du vieillissement de la population. Elle représente, selon les études et les statistiques, entre 3 à 50% de l'ensemble des insuffisances cardiaques. Et son pronostic, malheureusement, reste aussi mauvais que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, avec des hospitalisations qui sont de l'ordre de 30% à un an. Elle se caractérise par une physiopathologie qui est très complexe et une hétérogénéité. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, la définition qui reste d'actualité est celle de la Société européenne de cardiologie en 2016. Pour parler d'insuffisance cardiaque à FE préservé, il faut 3 conditions. Des symptômes d'insuffisance cardiaque et éventuellement des signes cliniques d'insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure ou égale à 50%. Deuxièmement, une élévation du BNP ou du NT-proBNP. Et troisièmement, une atteinte cardiaque structurelle et ou une dysfonction cardiaque. Là, dire qu'il y a une FE préservée ne veut pas forcément dire que la fonction systolique du ventricule gauche est préservée, car il existe dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée une atteinte aussi de la fonction systolique longitudinale. Alors, cette insuffisance cardiaque à FE préservée se caractérise par tout un cortège de comorbidités, aussi bien pulmonaire avec la bronchopneumopathie obstructive chronique que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale avec hypervolémie, anémie, etc. Elle s'accompagne également de dysfonction ventriculaire avec un défaut de relaxation et un défaut de remplissage et un degré de dysfonction systolique qui peut s'aggraver, comme on l'a dit tout à l'heure. Il existe aussi, et c'est très important, une dysfonction atriale, une insuffisance chronotrope, une dysfonction vasculaire avec épaississement vasculaire et couplage ventriculo-artériel, des pressions artérielles parfois élevées avec une réponse inadaptée. Alors, ce cortège de comorbidités explique ensuite les symptômes qui sont souvent reliés aux différentes comorbidités avec des traitements particuliers. Alors, la multitude de ces facteurs de risque qu'on a vus et des facteurs physiopathologiques qui s'associent à ce syndrome d'insuffisance cardiaque à FE préservé, qui est hétérogène, explique que les traitements jusqu'à présent sont des traitements relativement décevants avec des essais cliniques qui restent peu probants. Et les recommandations de la Société européenne en 2016, en fait, n'ont pas beaucoup changé. Comme vous le voyez, ça c'est 2016 et on vous dit, voilà, on reste sur les recommandations de 2013 en ce qui concerne les patients qui ont une hypertension artérielle systolique ou diastolique, ils doivent être traités selon les recommandations en vigueur. Pour ce qui est des diurétiques, ils peuvent être utilisés lorsqu'il y a une hypervolémie, donc rien n'a changé par rapport à 2013. Là encore, rien n'a changé par rapport à 2013 avec des recommandations de type 2A. Et on vous dit, bon, s'il y a une ischémie démontrée, il est raisonnable de traiter l'ischémie, de revasculariser éventuellement, selon toujours les guidelines en vigueur, une hypertension artérielle peut être traitée par les bêta-bloqueurs ou les ARA2 et une fibrillation atriale doit là aussi être
traité selon les recommandations. Ce qui était nouveau par rapport à 2013, c'est l'introduction du traitement par les antagonistes à l'aldostérone, qui est en recommandation 2B, suite à l'étude Topgate dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, la spironolactone fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque à FE préservé à condition qu'on ait un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 et bien sûr que le taux de potassium ne soit pas élevé. En revanche, les dérivés nitrés et les inhibiteurs des phosphodiester 5 sont prohibés. Donc, c'est des traitements qui ne doivent pas être utilisés. Alors, quand on regarde les études qui se sont intéressées à l'insuffisance cardiaque, on note, bon, évidemment, il y a énormément d'études pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, mais ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est cette fenêtre qui correspond à la définition de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite et qui, selon les études, en déborde dans l'insuffisance cardiaque réduite ou dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée, et le cut-off n'est pas toujours très clair. Il varie de 40 à 50% pour la FE à fraction d'éjection préservée. Alors, les études qui se sont faites jusqu'à présent ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu probantes. L'étude avec le candesartan a montré quand même une réduction de 11% des décès d'origine cardiovasculaire et d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Elle n'a pas atteint le degré de signification statistique, mais quand même, le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque a été significativement réduit. L'étude valide qui a comparé le valsartan à 320 mg avec d'autres antihypertenseurs a montré finalement que l'efficacité de tous les traitements antihypertenseurs était identique, aussi bien sur les chiffres tensionnels que sur la fonction diastolique. L'étude avec l'irbisartan et le perindopril était négative. Seule l'étude senior, et encore, elle a eu beaucoup de critiques, qui est une étude qui a inclus les patients, quelle que soit leur fraction d'éjection, a montré qu'il y avait un bénéfice avec un traitement bêta-bloqueur qui est le Nebivolol, et ce, quelle que soit la fraction d'éjection. Alors, voici sur ce diagramme ces différentes études. L'étude DIG-Study avec la digoxine, où il y a une différence relativement significative. En revanche, les autres études sont négatives, sauf l'étude senior, on en a parlé, et l'étude Topgate, qui mérite d'être un petit peu plus analysée. Alors, cette étude Topgate a pris comme cut-off une fraction d'éjection du VG supérieure à 45% chez des patients âgés de 50 ans et plus, qui ont eu au moins une hospitalisation lors des 12 derniers mois, un BNP supérieur à 100 les 30 derniers jours, bien sûr une tension artérielle et un potassium qui étaient normaux. Elle a comparé la spironolactone au placebo avec un nombre, comme vous voyez, égal de patients, 2250 inclus dans chaque bras. La dose de spironolactone variait de 15 à 45 mg par jour. Alors, sur le résultat global, il n'y a pas eu de différence significative entre le traitement par placebo et la spironolactone dans l'insuffisance cardiaque à FE préservé. Mais quand on analyse en sous-groupe, les investigateurs étaient un petit peu dépités. L'analyse en sous-groupe a montré, alors les sous-groupes ont été faits par région. La région des États-Unis, Canada, Argentine et Brésil, et puis la Russie et la République de Géorgie. Cette analyse en sous-groupe a montré dans le premier groupe qu'il y avait une différence significative en faveur, bien sûr, de la spironolactone. En revanche, dans le deuxième groupe, il n'y avait pas de différence et donc beaucoup d'interprétations ont été faites et c'est ce qui a fait dire à la Société européenne de cardiologie, vous l'avez vu en 2016,
qu'elle recommande en classe 2 quand même la spironolactol comme traitement de l'insuffisance cardiaque à FE préservé. Ensuite est venue l'étude Paradigme HF qui avait apporté quelque chose de nouveau et vraiment de très intéressant avec le sacubitril/valsartan. C'est surtout dans l'insuffisance cardiaque réduite, donc je ne vais pas en parler. En revanche, l'étude Paragon EF, qui était une étude phare de l'ESC 2019 et de l'ACC 2020, a montré quand même qu'il y avait, on est parti d'une étude en 2012 qui avait montré la supériorité du sacubitril/valsartan sur le valsartan sur le critère primaire qui est la baisse du NT-proBNP et l'amélioration de la classe fonctionnelle NIA ainsi que la taille de l'oreillette. Alors c'est sur ces bases que l'étude Paragon a été conduite avec comme critère composite, cette fois-ci, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. Alors, cette étude, comme je l'ai dit, qui était l'étude phare dans l'insuffisance cardiaque à FE préservé, a été reprise très largement dans le congrès de l'ACC 2020 et bien sûr celui de l'ESC 2019. De quoi il s'agit? Eh bien, on a comparé en double aveugle le valsartan sacubitril versus valsartan. Vous noterez que le sacubitril/valsartan a été comparé à un produit actif et non pas au placebo. C'est très important, on y reviendra plus tard. La fraction d'éjection qui a été retenue est supérieure ou égale à 45% et les patients étaient symptomatiques allant du stade 2 à 4 de la NIA avec comme critère principal de jugement le décès cardiovasculaire et les hospitalisations totales pour insuffisance cardiaque. Alors, cette étude a enrôlé plus de 4700 patients et elle s'est attachée à évaluer en plus l'influence du taux du NT-proNP initial sur le pronostic de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire les hospitalisations et les décès, et aussi l'influence du NT-proNP initial sur la réponse du traitement actif, ainsi que l'effet du sacubitril sur le NT-proNP, c'est-à-dire est-ce qu'avec ce traitement, le NT-proBNP va diminuer ou pas. Alors, ça a été publié par un des principaux investigateurs dans le New Journal, England Journal, et le suivi était de 35 mois. Le nombre total d'hospitalisations motivées par insuffisance cardiaque d'origine vasculaire était de 13% plus bas par rapport au valsartan seul, avec un P qui est à 0,059 et vous savez que pour atteindre une signification statistique, il faut un P à 0,05. Donc, on a vraiment frôlé la signification statistique. Donc, voici, comme vous le voyez, quand on utilise le sacubitril seul, eh bien, il n'y a pas un effet totalement neutre et le sacubitril/valsartan fait mieux, mais pas suffisamment pour être significativement, statistiquement significatif. Alors, sur les autres critères qu'on a pris, c'est-à-dire voir si le taux de NT-proNP, pronostic du risque cardiovasculaire lié à l'insuffisance cardiaque, varie, eh bien, on voit qu'il n'y a pas d'influence sur l'effet du sacubitril, que le pro-BNP soit élevé ou pas, l'action du pas qu'il soit élevé ou pas, parce qu'initialement il est élevé, pardon, c'est-à-dire quel que soit son degré d'élévation, eh bien, il n'influence pas l'effet du sacubitril/valsartan. Et que, à l'inverse, le sacubitril/valsartan ne va pas diminuer le taux de BNP-proNP par rapport au valsartan seul, et ce, quel que soit, il diminue ce taux, quel que soit le sexe chez la femme et chez l'homme, et quelle que soit la fraction d'éjection, eh bien, le taux de BNP-proNP est diminué
par le traitement sacubitril/valsartan. Et on a aussi essayé de voir si la diminution du pro-BNP prédisait ou non le risque d'insuffisance cardiaque et de décès. Effectivement, le risque ultérieur était plus faible chez les patients qui avaient un taux de BNP, pro-BNP diminué sous traitement. Donc, au final, dans l'analyse des sous-groupes, on voit qu'il y a un avantage important chez les patients qui ont une FEVG qui était préservée, mais qui ne dépassait pas 57%, et que cet avantage était encore plus marqué chez les patients qui avaient une FEVG proche de 45%. Donc, au final, il existe un signal très fort concernant les patients porteurs d'insuffisance cardiaque à FE modérément altéré. Et donc, les points clés de cette étude étaient que le sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque n'a pas atteint la signification statistique, qu'il a quand même montré que le BNP, prédicteur d'événements liés à l'insuffisance cardiaque, se modifiait sous valsartan, mais ne modifie pas l'action du valsartan sacubitril lui-même, et que les patients qui avaient les plus forts taux de réduction ont moins de réhospitalisation et de décès. Donc, les conclusions de cette étude par avant étaient que même si on sait qu'en fait, aucun inhibiteur des récepteurs à l'angiotensine n'a démontré une action claire et significative statistiquement sur l'insuffisance cardiaque à FE préservée, néanmoins, c'est des agents qui ne sont pas totalement neutres, et les explorateurs, en optant pour un agent actif comme élément de comparaison plutôt que le placebo, on a comparé au valsartan, les chercheurs de l'étude Paragon-HF ont probablement compromis leur chance d'être les premiers à établir un rapprochement entre un médicament actif et un gain statistiquement significatif dans cette population. Alors, à côté de cet essai, il y a l'essai Emperor qui a aussi fait parler beaucoup de lui durant les derniers congrès. Alors, cet essai s'est intéressé à l'insuffisance cardiaque chronique en phase 3 à double insu avec répartition aléatoire, comparant les effets de l'empagliflazone administré une fois par jour à ceux d'un traitement par placebo chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection préservée ou réduite, avec ou sans diabète, et traités par ailleurs avec tous les moyens de la norme de soins en vigueur, y compris le traitement par le sacubitril/valsartan. C'est important. Alors, cet essai, dans le bras avec fraction d'éjection préservée, a eu comme paramètre d'évaluation principal le temps écoulé entre la survenue du premier événement confirmé, le décès d'origine cardiovasculaire et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. La période de référence est de 38 mois. Le nombre de participants est très élevé, pratiquement 6000 participants, et la date d'achèvement de cette étude est prévue en 2020. On attend impatiemment les résultats. Alors, deux particularités dans cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ce sont des entités un petit peu particulières que sont la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Là, il y a aussi du nouveau très intéressant, c'est l'étude Explorer-HCM. On sait que la prévalence de cette pathologie est la cause la plus fréquente de cardiomyopathie génétique et qu'environ 2/3 des patients vont développer une obstruction intraventriculaire gauche. Les traitements qui sont donnés jusqu'à présent sont des médicaments certes efficaces sur le gradient, mais qui n'ont pas été validés par de grandes études. Ce sont les bêta-bloquants, le verapamil, la disopyramide, ou alors des thérapeutiques plus invasives qui sont l'alcoolisation septale ou la chirurgie. En outre, ces traitements diminuent le gradient, mais n'interviennent pas sur le mécanisme causal. Alors, l'étude Explorer-HCM est un essai extrêmement large qui a inclus 68 centres dans 13 pays différents avec une étude en phase 3.
Il a testé l'efficacité d'un nouvel inhibiteur oral de la myosine cardiaque chez les patients qui ont une CMH sarcomérique obstructive au stade 2 ou 3 de l'aNIA et qui sont déjà traités par les bêta-bloqueurs et ou les inhibiteurs calciques. Alors, ce médicament, c'est le mavacamten qui agit sur les protéines cardiaques. Il inhibe la myosine pour réduire la formation excessive des ponts actine-myosine, laquelle production excessive aboutit à une hypercontractilité, à une hypertrophie ventriculaire gauche et à une altération de la relaxation du ventricule gauche. Alors, voici les résultats de cette étude qui sont sans appel. C'est une étude, c'est un médicament franchement révolutionnaire et vous voyez sur cette diapositive, sur l'obstruction, le gradient en millimètres qui diminue très fortement, que ce soit au repos ou à l'effort, ainsi que l'influence sur le NT pro-BNP. Alors, ces anomalies sont donc améliorées par le traitement dans les études précliniques et cliniques. Il y a des essais en phase 2 pionnière HCM avec une diminution vraiment spectaculaire du gradient sous-aortique dans les formes obstructives. Donc, l'efficacité et la tolérance à long terme sont testées dans une étude qui s'appelle MAVA-LTE chez les patients sous disopyramide ou en classe 4 de l'aNIA. Et donc, au total, l'effet thérapeutique du mavacamten est vraiment spectaculairement démontré avec tous les critères d'évaluation qui sont significatifs, primaires comme secondaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la diminution du gradient est d'une part rapide, mais aussi durable, soutenue. Et donc, c'est une excellente alternative probable à l'ablation septale. La deuxième entité, c'est la cardiomyopathie amyloïde. Alors, ce sujet a déjà été présenté dans des précédents webinaires de la Société marocaine de cardiologie, donc je vais être rapide. Il en existe 3, l'amylose AL, qui est une maladie hématologique relevant d'une chimiothérapie, l'amylose héréditaire liée à la mutation génétique d'une protéine de transport qui circule habituellement, normalement dans le sang, et qui est la transthyrétine, et l'amylose sauvage ou sénile, dont on ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle se développe et qui est aussi liée à la transthyrétine et qui va se déclencher avec l'âge. C'est donc une protéinopathie avec un dépôt dans les différents organes atteints d'une substance amyloïde formée par l'accumulation de certaines protéines sous forme de fibrilles insolubles. Et ce sont ces dépôts-là qui vont altérer la fonction normale des organes atteints et qui expliquent les symptômes de la maladie. En fait, dans l'amylose cardiaque, ce qui est le plus difficile, c'est d'y penser. C'est une pathologie à laquelle on ne pense pas suffisamment devant des symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc, le premier pas et le plus difficile est d'y penser. Ensuite, les outils diagnostiques sont bons. Ils vont de la simple échocardiographie à la scintigraphie osseuse qui est très intéressante parce qu'il y a un marquage cardiaque, l'IRM, les tests génétiques. Les symptômes, là aussi, je ne vais pas les développer, je veux juste insister sur l'atteinte du canal carpien qui doit donner un petit signal quand vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque et une atteinte du canal carpien pour penser à l'amylose. Et l'essai conduit pour le traitement de l'amylose était un essai qui était randomisé versus placebo avec un stabilisateur de la transthyrétine qui est le tafamidis. Alors, le problème initial dans l'amylose, c'est que la dépolymérisation avec des changements de conformation qui mènent à des dépôts tissulaires. Alors, ce produit, le tafamidis, est une molécule qui va stabiliser la forme circulante de la transthyrétine et en empêchant sa dépolymérisation, il prévient donc les dépôts de protéines amyloïdes sur le cœur et sur éventuellement les tissus atteints. C'est ce qui explique que ce traitement va freiner l'évolution de la maladie, mais ne va pas la faire disparaître complètement. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait en cas d'amylose? Eh bien sûr, il y a des traitements non spécifiques de l'insuffisance cardiaque et surtout, il faut arrêter les traitements iatrogènes comme les bêta-bloqueurs, les IEC, etc., qui se trouvent contre-indiqués dans cette insuffisance cardiaque à FE préservée. Et on a enfin un traitement spécifique maintenant qui est efficace, qui est le tafamidis. Les autres classes thérapeutiques, il y a d'autres classes thérapeutiques qui sont intéressantes et qui sont en cours d'études et qui ont des mécanismes d'action un petit peu différents. C'est le dolibide qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien dont la propriété est également de stabiliser les titramères de la transthyrétine. Il y a des inhibiteurs de la déposition d'amyloïdes et il y a des essais qui abaissent le taux de transthyrétine et qui sont en cours d'investigation. Et la question qui se pose, est-ce que ce sont des traitements qui vont avoir un effet additif ou pas? Ça, on le verra lorsque ces études sortiront. Et donc, pour conclure, je dirais que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée garde quand même un degré de mystère et d'incompréhension. Elle est difficile à comprendre, avec une physiopathologie qui reste complexe, qui est dépendante de l'étiologie dominante et qui surtout s'associe à beaucoup de comorbidités qui en rendent et le mécanisme et le traitement un peu plus compliqués. Et malgré les nombreuses études dans cette pathologie, il faut dire qu'elle laisse quand même un grand vide thérapeutique contrairement à l'insuffisance cardiaque à FE réduite. Donc la complexité et l'hétérogénéité physiopathologique est aussi phénotypique. Je n'ai pas parlé de phénotype, mais il y a des recherches qui ont classé la FE à fonction préservée en 3 phénotypes. Ceci explique l'échec des tentatives de traitement spécifique. Aussi, vous l'avez vu, la fraction d'éjection avec un cutoff qui n'est pas toujours, même s'il y a des définitions très claires, et beaucoup d'experts dans ce domaine disent que finalement, le problème viendrait peut-être non pas du traitement, mais plus probablement de la définition même de l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique courante malgré tout? Eh bien, le traitement repose sur le contrôle optimal de la volémie par l'utilisation des diurétiques proximaux, associé, on l'a vu maintenant, c'est dans les recommandations, à des antagonistes des minéralocorticoïdes, mais avec une surveillance biologique stricte pour ne pas altérer la fonction rénale. Et la fréquence cardiaque a une importance capitale. Il faut éviter aussi bien les tachycardies que les bradycardies et conserver autant que faire se peut l'activité auriculaire. Sur un traitement physiopathologique spécifique, comme le contrôle parfois de la tension artérielle qui doit être strict, la correction des facteurs, des comorbidités bien sûr, la réadaptation a un rôle à jouer et les traitements nouveaux à prendre en compte. La hernie, il faut y réfléchir, c'est une étude qui n'est pas totalement négative, même si elle n'a pas atteint la signification statistique, et d'autres traitements plus spécifiques, comme dans l'amylose cardiaque, qui sont vraiment révolutionnaires, et comme dans la cardiomyopathie hypertrophique. D'autres essais sont en cours encore dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée, et on en attend les résultats. Je vous remercie.